et bienvenue sur ce Talk Milipol consacré au thème de la prise en charge de nombreuses victimes. Alors si Milipol est bien le salon de la sécurité intérieure, cinématique de la prise en charge de victimes et de blessés à divers degrés, n'est pas étranger aux opérations de sécurité intérieure et de secours. En effet, les accidents collectifs, autant que les tueries de masse, posent des problèmes particuliers aux services d'urgence, sapeurs-pompiers ou services médicaux. Ce sont des aspects que nous allons essayer de traiter donc aujourd'hui dans la demi-heure de ce talk avec mes deux invités. À ma droite, le professeur Benoît Vivien, qui est directeur adjoint du SAMU de Paris, et à ma gauche, le médecin en chef Alain Puydupin du service de santé des armées, qui est actuellement directeur adjoint au CORUS, le centre opérationnel de réception et de régulation des urgences sanitaires et sociales du ministère de la Santé. Donc, merci à vous d'être là. Alors, pour aborder ce sujet, parce qu'une demi-heure, c'est très court, on va essayer de couvrir un peu tous les panels, mais d'abord, le premier aspect, c'est qu'on oppose souvent la doctrine française que l'on a de stabilisation des victimes sur site avec, je dirais, le médecin à l'avant, au concept plus anglo-saxon qu'on appelle le scope and run, avec des paramédics qui prennent le blessé, qui l'amènent le plus rapidement dans un hôpital ou un trauma center. Alors, est-ce qu'aujourd'hui, avec l'expérience que l'on a, est-ce qu'il y a une convergence ou pas de ces deux techniques? Alors, on va peut-être commencer par vous, professeur Vivien. Merci. Effectivement, les anglo-saxons sont sur le scoop and run, une tactique basée sur la prise en charge paramédicalisée par des paramédics, sans soins réels médicaux, avec une possible aggravation des victimes pendant le transfert. A contrario, en France, nous sommes sur un système SAMU médicalisé au quotidien et lors des catastrophes. Alors, nous avons adapté notre système sur les récents événements, et plutôt que de faire un poste médical avancé classique où on s'installe dans une tente, où on soigne les victimes complètement avant de les emmener directement sur un hôpital, eh bien là, on anticipe la prise en charge, on vient plus en avant, on soigne les victimes au niveau d'un poste, un point de regroupement des victimes médicalisé, et on va les amener très rapidement à l'hôpital. C'est encore une fois des soins. On fait les soins essentiels pour amener les victimes vivantes à l'hôpital. Ce n'est pas du scoop and run, c'est une tactique médicalisée. Alors, les armées, docteur Puydupin, ont une expérience assez importante de ces aspects de combat. Alors, évidemment, pour des blessures plutôt par balle, alors que dans le domaine civil, ça peut être beaucoup plus large comme type de blessure. Mais comment vous avez, vous, dans les armées, et puis après transférer ça vers le secteur civil? Alors, en fait, la doctrine du service de santé des armées, comme la plupart des services de santé européens, sauf les britanniques, est la médicalisation d'avant. C'est-à-dire que nous, on a des médecins à l'avant qui gèrent la prise en charge des blessés et qui la pilotent complètement en lien étroit avec le commandement. Et en fait, on a vu en Afghanistan, quand on a échangé avec nos confrères américains, que finalement les choses sont en train d'évoluer. C'est-à-dire, eux regardaient avec beaucoup d'attention notre manière de médicaliser l'avant et que finalement, on s'apercevait qu'un certain nombre de blessés n'avaient pas forcément besoin d'une médicalisation de leur transport. Et donc, en fait, la question, c'est de savoir comment dimensionner notre engagement. Mais en tout cas, pour le transfert aux situations civiles, en fait, on a complété... la notion de scoop and run, elle est trop tranchée. Ce débat, finalement, n'a plus lieu d'être. C'est scoop, sort, c'est-à-dire tri, care, soigne, and run. C'est-à-dire qu'on peut très très bien faire des choix tactiques, médicaux et logistiques et organisationnels, de telle manière que l'on respecte un délai, mais qu'on fasse les soins adaptés, mais surtout qu'on trie. C'est-à-dire qu'il ne s'agit pas de transférer le désordre à l'hôpital, il s'agit de choisir et de désigner les blessés les plus graves ayant besoin d'une prise en charge chirurgicale pour qu'ils soient en priorité transportés à l'hôpital. Alors, peut-être une question dans ce cadre-là de l'articulation entre, je dirais, les besoins médicaux et le commandement d'une opération de secours en général. Alors, comment ça se structure, ça, sur le terrain en France ? Il y a l'articulation classique avec le commandant des opérations de secours sur place, et puis il y a toute la chaîne médicale avec un DSM et puis différents médecins qui sont... Un DSM, le directeur des secours médicaux. Et puis différents médecins qui sont en poste au niveau du poste médical avancé. Le médecin régulateur du SAMU, c'est lui qui régule les destinations, qui détermine les destinations hospitalières, sauf que contrairement au quotidien où on est sur un patient à la fois, là nous allons réguler, si on peut dire, par paquet de victimes, 5 victimes sur un hôpital, 3 victimes sur un autre, et ainsi de suite, sur les services appropriés qui auront été prévenus par la régulation médicale, soit par la régulation centrale du SAMU, soit par le médecin directement sur site. Encore une fois, ce sont des évacuations médicalisées ou paramédicalisées
par des infirmiers éventuellement, mais dans tous les cas, les hôpitaux de destination auront été prévenus pour avoir le temps de se préparer à l'accueil des patients. Oui, l'objectif étant d'éviter les transferts secondaires. Les transferts secondaires ou ce que l'on peut appeler les transferts sauvages. Alors, sur cet aspect de commandement, on en parlait pour le côté militaire, lorsqu'on est à un niveau plus élevé, c'est-à-dire que vous êtes entre le tactique et l'hôpital, si j'ose dire, au Chorus, vous êtes plutôt sur la régulation entre les hôpitaux, la montée en puissance globale du système de santé. Alors, comment ça s'articule? Alors en fait, c'est l'ensemble du système de santé, donc les agences régionales de santé, les établissements de santé, tous les effecteurs médicaux, les systèmes de réserve, les laboratoires qui peuvent être mobilisés au Chorus. C'est vraiment le centre opérationnel de la santé et qui donc a une capacité de fixer des objectifs stratégiques aux correspondants locaux qui s'occupent de la tactique. Donc par exemple, sur un événement comme Irma, un certain nombre d'axes stratégiques étaient fixés au niveau du Chorus, après charge sur le plan antillais, Guadeloupe et en particulier Saint-Martin, de décliner sur le plan tactique les différentes réponses sanitaires. Alors, dans ce cadre-là, il y a souvent une thématique qui est évoquée par les victimes ou qui ne marche pas toujours très bien. C'est la traçabilité entre la prise en charge sur le terrain et, je dirais, l'hôpital, de savoir à tout moment où sont les victimes. Alors, est-ce que cet aspect-là a fait des progrès et quelles sont les technologies qu'on utilise aujourd'hui ? Alors, nous avons pour l'instant des technologies qui sont rudimentaires mais qui sont efficaces, avec des bracelets, c'est la technologie Sinus, des fiches médicales que l'on appose sur les victimes et qui permettent, avec une collection des informations au niveau du poste médical et juste avant l'évacuation, de savoir où vont passer les victimes qui sont prises en charge. Le problème est que sur tous les événements, nous avons un certain nombre de victimes qui vont aller spontanément sur l'hôpital de proximité. Ça, c'est vu sur les événements NRBC de l'hôpital Saint-Luc à Tokyo en 1995, l'attaque au gaz sarin, mais également plus récemment sur les événements du 13 novembre, où nous avons eu 20% des victimes qui ont été spontanément sur des hôpitaux de proximité sans aucun passage par un poste médical. Des victimes qui sont parties spontanément, et donc elles, évidemment, elles ne pourront pas être tracées. Ouais, mais on ne peut pas imaginer une traçabilité, je dirais, à tout niveau de chaîne et une entrée dans le système ? Pour les victimes qui vont partir spontanément sur un site où il y a un risque, ce que l'on comprend évidemment, on ne peut pas du tout les tracer. Non, donc, on peut les tracer à partir au moment où ils rentrent à l'hôpital. Et il faut effectivement une traçabilité qui soit complémentaire entre le système préhospitalier et le système intrahospitalier. C'est ce qui est en train de se mettre en œuvre actuellement. Et c'est ce qui manquait un peu avant. Ouais. Voilà. Des outils simples sur le terrain, mais dès que possible, on utilise des outils numériques qui permettent de centraliser toutes les informations. Au niveau militaire, ça rentre dans un programme qui est la numérisation de l'espace de bataille, où donc il y a un système de pilotage, de commandement et également de traçabilité, d'établissement de fiches qui est numérique. Donc c'est parti d'un projet qui s'appelait Core Team il y a une quinzaine d'années, et qui maintenant rentre dans le programme qui s'appelle ISAN, et qui permet de la même manière qu'on conduit les opérations militaires, les opérations de combat jusqu'au niveau du groupe de combat, sur une cartographie numérique, de piloter l'évacuation des blessés et de les suivre juste dans la chaîne santé. Alors, on parle un petit peu de nouvelles technologies, puisqu'on parle de systèmes numériques. Est-ce qu'au plan médical, est-ce qu'on a des nouvelles technologies pour la stabilisation de blessés en masse ? On voyait il y a quelques années des brancards dits entre guillemets intelligents qui prenaient en compte un peu la régulation, je dirais, des fonctions vitales d'un blessé. Est-ce qu'on va vers ce genre de choses ou est-ce qu'on reste à des choses beaucoup plus pragmatiques et beaucoup plus directes, ou est-ce qu'il y a des nouvelles technologies qui apparaissent ? Alors pour une catastrophe à cinétique rapide, comme par exemple des attentats, il faut des moyens qui soient éprouvés, qui soient efficaces très rapidement. Donc des moyens relativement simples. Et là, nous allons être en fait sur des enseignements de la médecine militaire, essentiellement la prise en charge des victimes selon la technique du damage control. Donc ce ne sont pas des innovations thérapeutiques, technologiques. C'est quelque chose d'ancien, éprouvé, mais que l'on a appliqué du domaine militaire sur le domaine civil. D'accord. Et plus globalement, je dirais, sur les progrès de la technologie en matière de médecine d'urgence et de médecine de catastrophe, vous voyez des choses apparaître ? Il y a les pansements hémostatiques, le garrot tourniquet,
qu'il y a eu de nouveaux modèles un petit peu plus performants, mais sinon, il n'y a pas eu d'amélioration technologique majeure. Il y a surtout dans la fourniture de produits de coagulation du sang à l'avant, il y a un certain nombre d'évolutions qui se font progressivement. Et puis il y a des techniques pour arrêter une hémorragie au niveau de l'aorte en faisant monter un cathéter, par exemple. Tout ça est en cours d'évolution. Mais en tout cas, les agressions collectives par arme de guerre ont aussi mobilisé la recherche. Et comme toute recherche, ça prend un certain temps. Par contre, ce qui manque probablement, c'est la partie de la recherche appliquée. C'est-à-dire dans tous les systèmes de pilotage de crise, on aura probablement besoin d'un certain nombre de travaux et de moyens. Et également dans l'enseignement, est en train de se développer des systèmes d'enseignement grâce à des serious games qui permettent également de préparer les gens. Donc, toute la partie préparation, formation évolue très facilement parce que c'est des technologies actuelles. Par contre, sur le plan médical, ça prend le temps des recherches médicales qui sont un petit peu plus lent. Alors, on parle, je dirais, technique, on a parlé un petit peu des principes. Je voudrais venir maintenant sur ce qui caractérise les grandes crises et les accidents collectifs, c'est-à-dire le massif. Alors, nous avons en France un système qui est connu, ce sont les postes sanitaires mobiles de première et de deuxième génération qui permettent donc d'avoir des ensembles de collectifs. Est-ce que ce système-là donne satisfaction ? Est-ce que c'est quelque chose que l'on peut exporter, puisqu'on est dans un salon qui a aussi une vocation, je dirais, de développement des savoir-faire, notamment français, en la matière. Est-ce que c'est des choses qui présentent, qui sont maintenant un peu éprouvées, puis ça fait quand même un certain temps. Est-ce qu'on améliore ces systèmes ? Comment vous jugez, je dirais, la réponse collective et qu'est-ce que l'on peut en proposer à d'autres États ? Alors pour la réponse collective, depuis de nombreuses années, nous avons au niveau des SAMU en France des postes sanitaires mobiles de premier et de deuxième niveau, plus une plateforme nationale. Effectivement, depuis 3-4 ans à peu près, nous avons revu la composition de ces lots, en particulier pour nous adapter à la prise en charge de victimes d'attentats en grand nombre. Et donc nous avons mis plus de garrots, plus de pansements hémostatiques, plus de perfusion permettant de faire du remplissage à bas volume, par exemple. Donc, nous avons améliorer la composition de ces lots. D'autre part, nous avons également créé un poste sanitaire mobile de première génération, spécifiquement pédiatrique, pour la prise en charge de victimes pédiatriques en grand nombre. Au niveau du ministère de la Santé, en fait, c'est ce que raconte le professeur Vivien, effectivement, et ce qu'évoque le professeur Vivien, et c'est cela, mais en même temps, il y a tout un système, c'est-à-dire qu'il y a une notion de réserve sanitaire qui est confiée à l'Agence nationale de santé publique, qui fixe un certain nombre de procédures et de moyens pour pouvoir augmenter la capacité de réponse et qui a des moyens et qui également pilote l'évolution de ces lots, puisqu'on travaillait ensemble dans une commission de l'Agence nationale de santé publique pour faire évoluer ces lots et les moderniser. Et c'est vrai que c'est un modèle vous parliez d'un modèle exportable, mais en tout cas qui peut faire référence parce qui nous permet de monter très très rapidement en gamme pour notre réponse. Alors justement, dans ce cadre-là, la réponse médicale, les produits de santé, on peut en avoir besoin en grand nombre, donc il y a toute cette notion de stock stratégique. Est-ce qu'on peut en parler un petit peu de ces stocks stratégiques ? On peut l'évoquer. Effectivement, de toute façon, comme dans tout pays qui doit faire face à des événements majeurs, qu'ils soient provoqués, accidentels, c'est donc il y a des systèmes de réserve où on dimensionne la question. Le problème, c'est tout le travail que fait le secrétaire général à la sécurité et à la défense nationale, c'est-à-dire d'évaluer les menaces et par cela on dimensionne donc les réponses possibles, les réseaux, etc. Mais c'est tout un travail qui est fait de manière très très régulière, de réévaluation, d'exercice. Et en tout cas, il y a effectivement des stocks qui existent. Le service de santé des armées collabore à cette réserve stratégique sanitaire au profit de la résilience de la nation. Alors, un petit mot, puisqu'on parlait de matériel, mais il y a aussi les hommes et notamment la formation initiale et puis les réserves, on en parlait. Donc, côté formation initiale, monsieur le professeur, je sais que le SAMU travaille beaucoup à la formation des nouveaux médecins en matière de médecine d'urgence et de catastrophe.
Tout à fait. Donc, depuis le 1er novembre 2017, la spécialité de médecine d'urgence existe, donc un diplôme d'études spécialisé en 4 années. Et au sein de ce DES, nous avons une formation spécifique à la médecine de catastrophe. Donc, tous les nouveaux médecins urgentistes vont avoir une formation encore plus approfondie sur la médecine de catastrophe que ceux qui l'avaient auparavant. Bravo. Et Donc, ce sera une partie intégrante de la formation initiale. Ce ne sera pas des diplômes complémentaires. oui, ce qui était le cas avant. Ce qui était le cas auparavant. D'accord. Et donc, pareil, sur le plan peut-être là en réserve, donc il y a un établissement particulier qui est les Prusses, qui à la fois, on parlait des stocks, gère les stocks, mais gère aussi une réserve sanitaire. Oui, il y a une réserve de personnel de santé qui sont volontaires, qui sont formés et qui sont prêts à être projetés dans leur métier. Mais quand on parlait des agressions collectives, en tout cas des attentats, depuis les attentats de 2015, le service de santé s'est engagé avec le Conseil national des urgences hospitalières dans une formation pour les professionnels de santé. C'est l'école du Val-de-Grâce qui pilote ça. Et d'ailleurs, il y a un partenariat très très synergique puisque un certain nombre de médecins du SAMU ou de professeurs de Paris, de médecine d'urgence de Paris, qui participent à ces formations en tant que réservistes et dont le point d'appui est l'école du Val-de-Grâce, qui, du fait de la préparation des médecins et infirmiers et professionnels de santé des armées, ont cette expérience-là, l'ont éprouvée sur les différents théâtres d'opération, que ce soit en Afghanistan, au Sahel ou en Irak-Syrie, et donc servent de référence pour cette formation. Et on s'appuie naturellement sur les compétences générales de traumatologie de nos confrères civils, sachant qu'on a un petit peu plus d'expérience dans tout ce qui est armes de guerre. Alors, on va peut-être terminer ce talk sur un thème qui est peut-être un petit peu plus spécifique et particulier, mais sur lequel Amélie Paul, ce thème est également traité au travers de nombreux stands. C'est le thème du NRBC, donc nucléaire, radiologique, biologique, chimique. On craint toujours un attentat utilisant des produits chimiques ou des agents radiologiques dispersés. Comment vous vous préparez au SAMU de Paris à faire face à ce type d'attaque? Alors, au SAMU de Paris, nous nous préparons, mais de même que dans la plupart des SAMU en France, nous nous préparons à prendre en charge des victimes d'un attentat NRBC, surtout le versant chimique à l'heure actuelle. Donc il y a certains risques chimiques qui sont identifiés, je ne vais pas m'étendre ici. Nous avons le principe de la chaîne de décontamination classique, mais également nous avons mis en place des processus pour pouvoir décontaminer les patients en urgence dès leur arrivée à l'hôpital. Un autre mode de décontamination que l'on appelle la décontamination sèche, en préalable à la décontamination humide, mais qui permet d'effectuer une grosse partie de la décontamination des victimes qui se présentent spontanément à l'hôpital. Là encore, le risque sera la présentation spontanée de victimes à l'hôpital. Et donc la protection de l'hôpital. Voilà, et avant même l'arrivée des premiers secours. Alors, le côté NRBC, évidemment, est très connu des militaires. La pharmacie centrale des armées a produit, je dirais, des contre-mesures médicales. Bon, est-ce que vous avez un stock suffisamment large, je dirais, pour... Quand je dis large, je ne parle pas en termes de quantité, là, mais plutôt de spectre de réponse face à l'ensemble des agents? Alors, la réponse est adaptée. Mais ce que je voulais, pour compléter ce qu'a disait le professeur Vivien, c'est-à-dire qu'il y a une participation forte également des armées au travers de l'opération Sentinelle, de sécurisation des sites et de préparation. Comme ils sont prêts à s'équiper sur le plan NRBC, ça fait partie de la formation, eh bien, ils concourent en même temps que les forces de police et de gendarmerie et les pompiers à cette chaîne globale qui permet de répondre à une agression NRBC. Donc tout ça s'inscrit, c'est-à-dire que ce n'est pas l'hôpital et le SAMU qui travaille isolément, bien sûr, et on est tous acteurs de cela. C'est une coordination. Par exemple, à la Pitié-Salpêtrière, il y a eu des manœuvres qui ont été faites qui, justement, intégraient l'ensemble des acteurs. Et ces manœuvres, elles sont faites de manière très, très régulière. Très bien. Écoutez, je crois qu'on a fait un petit peu le tour dans le temps qui nous était consacré sur ce thème de la prise en charge des nombreuses victimes. Donc, bon salon Millipol, bonne visite au sein des stands, puisque je vous retrouverai dans de nombreux stands des thématiques que nous avons abordées aujourd'hui. Je vous donne rendez-vous un petit peu plus tard pour une autre thématique, donc sur les talks du salon Millipol. Merci à vous.